Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour le journal de 19h. L'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce samedi 9 août à venir juste après les titres. L'Algérie vont debout contre le plan sioniste visant à occuper la ville de Gaza. Alger condamne fermement les lubies sionistes et affirme que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien occupé. En France, le leader des Insoumis fustige la lettre d'Emmanuel Macron. La stratégie du choc avec le gouvernement algérien ne mènera nulle part, assure Jean-Luc Mélenchon. L'université d'été des cadres du Front Polisario se poursuit en Algérie. Une conférence se penche sur les manœuvres du Maroc visant à contrer la lutte du peuple sahraoui. Et puis l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont terre lâche de guerre, mettant fin au plus grave conflit dans la région du Caucase. Ilham Aliyev et Nicole Pachinian signent un accord de paix parrainé une nouvelle fois par Donald Trump. Et puis Nagasaki, 80 ans après, le Japon commémore l'un des épisodes les plus noirs de son histoire, le jour où 74 000 personnes ont été littéralement soufflées par la bombe atomique américaine. Bonsoir à tous. La bande de Gaza croule toujours sous les bombardements et autres massacres commis par l'entité sioniste au 673e jour de l'agression génocidaire. Les corps de 39 martyrs et 491 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Le nombre de demandeurs d'aide alimentaire tués près des centres de distribution s'élève quant à lui aujourd'hui à 24 martyrs, 241 personnes ont été également blessées durant les dernières 24 heures. Le bilan global des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'alourdit à 61 369 martyrs et 152 850 blessés. Et au centre de l'enclave palestinienne, ils étaient au moins 18 civils palestiniens demandeurs d'aide alimentaire à tomber en martyrs sous les balles de l'armée sioniste ce samedi. Ils ont été tués de manière arbitraire alors qu'ils tentaient tout simplement d'obtenir de l'aide alimentaire au niveau des centres de distribution situés principalement à rue Salah ad-Din au sud de la zone de Wadi Raza. Et plus au sud, à Rafah, plus précisément, l'on déplore au moins 5 martyrs parmi les demandeurs d'aide alimentaire tués dans les mêmes circonstances que leurs compatriotes. Les images insoutenables qui vont suivre et que nous diffusons pratiquement quotidiennement projettent toute la souffrance qu'endurent les Palestiniens victimes de famine à Gaza. Celle des enfants décharnés au corps frêle et rachitique restent les plus sensibles et suscitent le plus d'émotions, mais pas chez le bourreau sioniste qui a fait de ces êtres innocents et fragiles sa cible prioritaire. La quête de nourriture, une lutte quotidienne, un pari risqué pour les parents à Gaza. Inès, comme de nombreux parents gazaouis, souffre pour nourrir ses enfants. Elle privilégie leurs maigres portions, se sentant souvent elle-même faible, consciente des décès liés à la malnutrition signalée quotidiennement. Cette mère de 3 enfants vit un vrai combat. J'ai maintenant du mal à me nourrir et à nourrir mes enfants. J'ai souvent des vertiges à cause du manque de nourriture. Et quand on a un peu de nourriture, je donne ma part aux enfants pour qu'ils puissent être rassasiés. La situation est terrible et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir si cela continue encore longtemps. Chaque jour, nous voyons des gens se rendre au point de distribution d'aide, se diriger droit vers la mort simplement pour apporter du pain à leurs enfants. Nous voyons le sang se mélanger à la farine, un morceau de pain trempé de sang.
La dernière ligne de défense contre la famine dans l'enclave palestinienne étant les cuisines caritatives où des centaines de Palestiniens se pressent chaque matin devant leurs entrées. Ce réseau informel de sites de distribution alimentaire caritatif, connu sous le nom de cuisine Takia, est au bord de l'effondrement alors que la famine s'intensifie dans l'enclave. Nous faisons tout notre possible pour maintenir cette cuisine en activité, mais il y a trop de monde. Il est impossible de nourrir tout le monde. Tout ce qui est sur le marché est devenu trop cher. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Nous sommes venus ici de nombreuses fois. À chaque fois, nous nous sommes blessés parce qu'il y avait trop de monde. Regardez cette blessure. Elle vient d'une marmite de soupe aux lentilles que je portais pour que mes enfants puissent manger quelque chose de chaud. Mais il n'y a jamais assez de nourriture. Les restrictions continues imposées par l'entité sioniste aux convois humanitaires ont étouffé les livraisons de nourriture en vrac aux cuisines. Tandis que les prix des denrées alimentaires locales sont hors de portée de la plupart des familles. Raza est affamée et ses enfants meurent à petit feu. Et après avoir appelé à une réunion d'urgence au Conseil de sécurité, l'Algérie exprime ce soir sa ferme condamnation et son rejet catégorique des plans sionistes visant à occuper la ville de Raza au centre de l'enclave palestinienne. Dans un communiqué publié samedi par le ministère des Affaires étrangères, Alger estime que ces plans menacent l'avenir de la bande de Raza, l'avenir de l'État palestinien et celui de la paix dans toute la région. L'Algérie exprime sa ferme condamnation et son rejet catégorique de ces plans israéliens qui hypothèquent l'avenir de la bande de Raza, de l'État palestinien et de la paix dans toute la région. La bande de Raza est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et un élément authentique, indissociable de l'État palestinien, reconnu par la légalité internationale et revendiqué par la communauté internationale. L'Algérie exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer les responsabilités qui lui incombent pour mettre fin à ces plans israéliens et stopper la guerre génocidaire subie par le peuple palestinien depuis près de 2 ans. La nécessité de répondre rapidement aux priorités urgentes imposées par la situation actuelle, notamment les conditions humanitaires catastrophiques dans la bande de Raza. L'Algérie réaffirme que l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain, avec El-Quds pour capitale, constitue un impératif historique inaliénable, imprescriptible et non négociable. Et à l'image de l'Algérie, une vingtaine de pays arabes et musulmans ont condamné samedi le plan d'occupation sioniste de la ville de Raza, y voyant une dangereuse escalade dans une déclaration commune. Ces pays accusent ce plan approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi par le gouvernement sioniste de constituer une violation flagrante du droit international et une tentative de consolider l'occupation illégale et imposer un fait accompli. La commission ministérielle chargée par le sommet arabe islamique extraordinaire conjoint sur les développements dans la bande de Raza exprime sa condamnation ferme et son rejet catégorique de l'annonce par Israël de son intention d'imposer un contrôle militaire total sur la bande de Raza. Cette annonce constitue une escalade grave et inacceptable, une violation du droit international et une tentative de consacrer l'occupation illégale et d'imposer un fait accompli par la force, en contradiction avec les résolutions pertinentes de la légitimité internationale. Dans le sillage des pays arabes, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde préoccupation face à la décision de l'entité sioniste mettant en garde contre une escalade dangereuse qui risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens. La décision sioniste constitue une dangereuse escalade et risque d'aggraver les conséquences déjà désastreuses pour des millions de Palestiniens, mettant ainsi davantage de vie en danger. Cette nouvelle escalade entraînerait de nouveaux déplacements forcés, des meurtres et des destructions massives, aggravant les souffrances inimaginables de la population palestinienne de Raza. Je vous en parlais en titre. En France, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé dans son blog ce qu'il a appelé des coups de menton contre l'Algérie. La figure politique de la gauche française estime que l'agressivité des gouvernants français afflige
et inquiète et désespère. Après avoir fait expulser la France de presque toute l'Afrique, Macron a décidé d'accompagner les provocations de son ministre de l'Intérieur contre l'Algérie, écrit-il sur son blog. Mais quand je commence à entendre partout les coups de menton contre l'Algérie montrent qu'il n'en va pas de même dans des domaines où les brûlures de l'histoire devraient avoir engendré plus d'expérience et de leçons qu'on ne le voit. L'agressivité des gouvernants français afflige, inquiète et désespère. Il va falloir encore subir 2 ans de ce gâchis permanent qu'est la politique internationale de la Macronie. Maintenant que la survie du gouvernement macroniste vit de la ronde où se tiennent par les barbichettes la droite extrême et de l'extrême droite, n'importe quelle pantalonnade désastreuse est devenue possible. Jean-Luc Mélenchon, pour Jean-Luc Mélenchon, l'Algérie est le mirage mortel des rêves de puissance des dirigeants français. Après avoir fait expulser la France de presque toute l'Afrique, Macron a décidé d'accompagner les provocations de son ministre de l'Intérieur contre l'Algérie, au moment où celui-ci fait la danse du ventre aux nostalgiques de la colonisation et aux arabophobes. L'Algérie, le mirage mortel des rêves de puissance, des impuissances politiques des dirigeants français depuis 1830 est l'invasion de l'Algérie. La politique de Retailleau à laquelle Macron s'est soumis est une violence insupportable. Elle ne mène nulle part sinon à de nouvelles déroutes et blessures, et surtout à de profondes et inutiles déchirures dans notre peuple tel qu'il est, dans la France telle qu'elle est comme Nouvelle-France, qui doit travailler avant tout à son unité et à maîtriser son déploiement vers le monde. Le diplomate sahraoui Mohamed Lamine El-Kitab a souligné le rôle de l'identité dans la lutte contre le néocolonialisme. Les alliés du sionisme et leur plan visant à rétablir la domination coloniale dans le monde. Dans une conférence animée samedi à l'université de Boumerdas en Algérie dans le cadre des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario, le diplomate sahraoui a indiqué que l'occupation marocaine tente par le biais des méthodes du Marzen d'effacer l'identité des Sahraouis et de leur approche justement du colonialisme et de son allié sudiste. Le directeur central des relations extérieures au ministère de la Défense sahraoui, Mostafa Nafa, a révélé l'existence d'une coopération étroite entre les services de renseignement de l'occupant marocain et l'entité sioniste, dans le seul but de saper le moral du peuple sahraoui et de le dissuader de poursuivre sa lutte pour l'indépendance, toujours dans le cadre des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario. Mostafa Nafa a abordé lors d'une conférence la guerre psychologique menée par les services de renseignement marocains dans la région, avec le soutien des sionistes et des occidentaux pour déstabiliser et servir des agendas semant discorde et divisions et attisant les tensions, les querelles et le sectarisme. Le président tunisien Kais Saïed a affirmé que les nombreux événements qui se succèdent ces derniers jours dans son pays sont manifestement anormaux. Il a également souligné que la concomitance de plusieurs événements survenus vendredi récemment n'est en aucun cas fortuite, à l'instar de la destruction d'une partie d'un canal de distribution d'eau au palais de Carthage et lors de sa réception de la chef du gouvernement, Sarah Zaafrani, Kais Saïed a abordé une série de questions liées au domaine social, économique, également insistant sur la nécessité de bâtir une nouvelle nation forte, résistant aux manœuvres des corrompus. لم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء Ce n'est pas dans l'intention des manifestants ni de présenter des excuses, ni de procéder à une intrusion comme le colportent les mauvaises langues. La concordance de plusieurs événements récents n'est pas une simple coïncidence. Il y a des dossiers qui doivent être ouverts car le peuple réclame des comptes et il en a pleinement le droit. C'est une revendication légitime pour que justice soit faite et pour que l'argent du peuple lui soit restitué. Kais Saïed a par ailleurs affirmé que son peuple est désormais déterminé à aller de l'avant.
Le peuple est déterminé à aller de l'avant malgré tous ces mensonges que plus personne ne croit. Certains de leurs auteurs sont à l'étranger, cela m'est totalement indifférent, et d'autres sont à l'intérieur, frappant aux portes des ambassades pour implorer un soutien. Nous restons fermes, constants et intègres. Il n'y aura d'immunité pour personne si la loi est violée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la nomination de la Suédoise Ingeborg Richardson au poste de représentante spéciale adjointe à la mission d'appui des Nations Unies en Libye et de coordinatrice résidente dans le pays en remplacement de la Zimbabwéenne Aeneas Chuma. Richardson détient un CV plutôt riche. Elle exerçait les fonctions de représentante spéciale adjointe au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, ainsi que celle de coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire dans le pays. Elle avait auparavant occupé le poste de coordinatrice résidente au Kosovo. Et puis le bilan des massacres commis hier par les forces de soutien rapide dans la région du Kordofan au Soudan s'est alourdi à 18 morts. Une nouvelle attaque des FSR intervenue vendredi a pris pour cible le village de Markaz Ziyadia au Kordofan Nord. Elle avait initialement fait 16 morts et 8 blessés. Des membres du Croissant Rouge soudanais ont procédé à une opération d'exhumation de restes humains d'un cimetière improvisé dans un quartier de la banlieue sud de la capitale Khartoum, tués lors des violents affrontements qui ont accompagné le conflit qui a explosé le 15 avril 2023. Les 317 dépouilles y ont été enterrées à la hâte par leurs proches lorsque la zone était sous contrôle des forces de soutien rapide. Des images qui rappellent Raza et les charniers découverts à l'hôpital Nasser et à Shifa. Mais cette fois-ci, on est à Khartoum, dans la capitale soudanaise, où des corps, 317 pour être précis, sont en train d'être exhumés pour être enterrés dans la dignité. Il ne s'agit pas d'un charnier, mais d'un cimetière improvisé dans l'urgence par les citoyens eux-mêmes lors des violents affrontements qui opposaient l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Il y a 317 tombes dans le quartier qui contiennent les restes des personnes enterrées par des proches dans l'urgence pendant les violations de la milice. Ma fille est morte alors qu'elle allait acheter des chaussures. L'endroit a été bombardé de manière inattendue et ma fille est morte. Nous n'avons pas trouvé d'autre endroit pour l'enterrer. Une exhumation qui ravive la douleur de la perte d'êtres chers, mais qui est sans doute inévitable vu le risque sanitaire et environnemental qui pourrait en découler. Mais également l'emplacement inapproprié de ce cimetière de fortune en plein cœur du quartier d'El Azhari. C'est une place publique qui verra dans les jours à venir la construction d'écoles pour les habitants du quartier. Les restes humains enterrés ici ont entravé la construction de ces écoles. Les habitants ont accepté l'exhumation des corps de leurs proches de la zone en raison des risques sanitaires et environnementaux qu'ils représentaient. Le soulagement est palpable parmi les habitants du quartier. Tous savent que cette exhumation permettra d'enterrer les dépouilles dans la dignité et le respect et offrira aux proches un endroit digne pour se recueillir. Direction l'Europe à présent, la Russie a déclaré vendredi avoir mené des frappes groupées contre l'Ukraine au cours de la semaine dernière, tandis que Kiev a affirmé avoir détruit le système radar russe. Les forces armées russes ont mené 7 frappes groupées contre des postes de commandement militaire, des aéroports, ainsi que des points de déploiement temporaire de mercenaires étrangers en Ukraine, selon le ministère russe de la Défense. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que l'Ukraine ne pouvait pas violer sa constitution sur des questions territoriales, ajoutant que les Ukrainiens ne donneront pas leur pays ou leurs terres.
La réponse à la question territoriale ukrainienne figure déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera. Les Ukrainiens ne donneront pas leurs terres à l'occupant. Il faut mettre fin à cette guerre et la Russie doit y mettre fin. C'est elle qui a déclenché et qui l'a fait durer, ignorant tous les délais. Et c'est là le problème, pas autre chose. Nous sommes prêts à collaborer avec le président Trump et tous nos partenaires pour une paix réelle et surtout durable. Une paix qui ne s'effondrera pas à cause des désirs de Moscou. Et ce sera finalement l'Alaska qui abritera le sommet de l'année. Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août prochain dans l'État américain pour négocier la fin de l'opération spéciale russe en Ukraine. Déclaration faite par Donald Trump hier, une annonce très attendue après que la rencontre entre les chefs d'État a été confirmée par le Kremlin en fin de semaine. La partie américaine vient d'annoncer qu'un accord a été trouvé pour organiser une rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis le vendredi 15 août en Alaska. La Russie et les États-Unis sont des voisins proches partageant une frontière. Il semble tout à fait logique que notre délégation survole simplement le détroit de Bering et qu'un sommet aussi important et tant attendu entre les dirigeants de nos deux pays se tienne précisément en Alaska. Et je vous en parlais en titre, l'un des conflits les plus sensibles dans la région du Caucase a peut-être pris fin hier à la Maison-Blanche. L'Azerbaïdjan et l'Arménie enterrent la hache de guerre sous l'œil satisfait de Donald Trump. Les deux pays ont signé vendredi une déclaration commune qui acte la fin d'un conflit engagé depuis des décennies. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian ont apposé leur signature sur le document aux côtés de celle du président américain qui a déclaré que les deux pays s'engageaient à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale. Et la rétrospective du jour nous emmène au Japon et 80 ans après l'explosion atomique qui a détruit Nagasaki, la cloche d'une église réduite au silence en 1945 résonne de nouveau. Un symbole de mémoire et de paix porté par les survivants qui, malgré les blessures et les épreuves, poursuivent inlassablement leur combat pour un monde sans armes nucléaires. Il y a 80 ans, le 9 août 1945, la ville de Nagasaki sombrait dans l'horreur. En un instant, la bombe atomique américaine surnommée Fat Man réduisait la ville en cendres, faisant plus de 70 000 morts et blessant à jamais des dizaines de milliers de survivants. À Nagasaki, un son perdu depuis 8 décennies renaît, celui d'une cloche qui en 1945 s'est tue sous le souffle de la bombe atomique. Aujourd'hui restaurée, elle résonne à nouveau. J'avais hâte d'écouter le son des cloches. J'ai filmé la scène en bas de la colline avant de rejoindre la messe pour faire ma prière. J'ai senti mon âme purifiée par le son. J'ai souhaité que les âmes des personnes mortes dans les bombardements atomiques aillent au ciel avec le son des cloches. Les deux cloches sonnent à nouveau ensemble à l'église, comme avant le bombardement atomique. Je suis convaincu que nos prières parviennent à Dieu. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre la véritable paix en faisant des prières. Aujourd'hui, sous une pluie fine, les survivants de cette tragédie, désormais très âgés et leurs familles, se sont rassemblés au parc de la paix, juste sous le point exact de la détonation. Malgré la douleur persistante des blessures, la discrimination et les maladies liées aux radiations, face aux souvenirs insoutenables, ils ont réaffirmé publiquement leur engagement pour un objectif commun, préserver la paix pour que jamais l'humanité ne revive un tel enfer. Malgré le souffle de l'explosion, j'ai survécu. Je souhaite sincèrement que nous puissions apporter la paix dans le monde sans guerre. Nous devons conserver des traces du bombardement atomique, des dommages causés aux survivants.
et de leur histoire. La situation nucléaire est un très grand défi, mais je vois des jeunes qui commencent à agir. Nagasaki, 80 ans plus tard, garde en elle la mémoire de ce jour noir, mais aussi la lumière d'un avenir que ses habitants souhaitent désormais pacifique et durable. Et chaque coup de cette cloche retrouvée, c'est un serment qui se répète, celui de ne jamais oublier pour mieux protéger l'avenir. C'est à la fin de ce journal. L'actualité se poursuit sur Al24 News avec l'échiquier international présenté par Calais Boisis.